moi déjà j'ai grandi dans le 9-3 moi. J'ai grandi à l'île Saint-Denis et puis après à Blanc-Ménil. Pas des endroits où on rêve de grandir, même si j'y ai passé une enfance très heureuse. Et à un moment donné, très tôt, je me suis dit mais pourquoi je vis en région parisienne que j'appréciais pas plus que ça, alors que je pourrais vivre là où je suis content d'aller en vacances. Et il y a des gens qui vivent là où je vais en vacances. Rémi est parti du 93 sans diplôme et pourtant il a battu une carrière exceptionnelle. Président de Neckar Finance, il gère aujourd'hui plus d'1 milliard d'euros d'actifs entre Genève, Monaco, Maurice et Dubaï. Entrepreneur visionnaire, il a aussi créé les RM Club, les plus grands centres de sport premium de l'île Maurice, investi dans la restauration, le sport, l'immobilier et soutient plusieurs projets sociaux pour la jeunesse. Père de 6 enfants, autodidacte passionné, il incarne la réussite construite sur la persévérance, l'humilité et l'audace. À 65 ans, il affiche toujours une ambition intacte et une hygiène de vie exemplaire. Dans cette interview rare, il dévoile ses secrets, ses échecs, ses moteurs profonds et comment il a transformé ses rêves en réalité tangible. Je suis allé dans cette salle, j'ai complètement menti. J'ai dit au gars, je donnais des cours de fitness à l'époque à Paris. Et donc il m'a embauché le mec. Ah ouais. Et je me suis retrouvé du jour au lendemain devant 25 nanas pour faire un cours à la Véronique et Davina. Est-ce que tu as toujours été confiant en tes capacités? Non. Salut tout le monde et bienvenue dans ce tout premier épisode de Master Life Talks. Et pour ce tout premier épisode, j'ai invité Rémi Mabillon qui nous a fait l'honneur d'être présent. Ça me fait super plaisir. Merci, plaisir à moi aussi. C'est vraiment toi que je voulais pour ce premier épisode. C'est gentil. J'ai beaucoup entendu parler de toi avant de te rencontrer. Après t'avoir rencontré, on se voit régulièrement. Ouais. Je m'entraîne dans une salle que tu possèdes. Pour vous pitcher un petit peu le concept de ce podcast, de cette émission, c'est de se rendre compte du lifestyle qu'il y a derrière chaque réussite. On va interviewer des personnes qui ont réussi leur vie, à nos yeux, dans plusieurs domaines et surtout qui ont un équilibre, qui ont cette balance entre le plaisir, le travail, la routine, la discipline, le mindset, etc. Nous, ce qu'on veut savoir, c'est comment on arrive à cette réussite-là et qu'est-ce qui se cache derrière ça. C'est parti, Rémi? C'est parti, on y va. Donc, je vais faire une petite présentation de toi, Okay. de tout ce que j'ai trouvé. C'est possible qu'il y ait des erreurs, tu m'arrêtes Ok. si jamais il y en a. Et puis après, on essaiera de compléter parce que j'imagine que j'aurais oublié beaucoup de choses. Donc, Rémi Mabillon, c'est le président directeur général, donc le PDG de Neckar Finance. Ouais. Une société de gestion de patrimoine basée à l'île Maurice, dans le Nord, qui donc gère des actifs et qui est en partenariat avec des banques privées, que ce soit à Genève, Singapour, Monaco, Maurice, Dubaï. Vous avez l'ambition d'atteindre les 1,2 milliard de gestion d'actifs à la fin de l'année? Oui. C'est bien ça? On va essayer. C'est incroyable. On est à peu près 1 milliard là. Bon, on est présent, je complète juste Alex, on est présent à Maurice, mais on est présent à Genève aussi. Ok. Et on était même présent à Genève avant d'être présent à Maurice. Parce que Genève, c'est il y a 25 ans que la boîte a été créée. Et donc, si on cumule les deux, on est à peu près à 1 milliard, un petit peu dépassé, je pense. Ok, super. Par ailleurs, tu as aussi initié la création des RM Club. Oui. En rachetant un club, en commençant en France, à Annecy. Oui. Tu as racheté un club, tu en as fait un club haut de gamme autour du squash. Oui. En 2014 ? Quelque chose comme ça ? Quelque chose comme ça. Peut-être un petit peu après, je ne sais plus. Oui, mais c'est quelque chose comme ça. Ouais. Et tu as continué l'aventure ici à Maurice. Ouais. En créant les RM Club qu'il y a ici. Je m'entraîne d'ailleurs à celui de Grand B for Bike. Exact. Ensuite, tu as enchaîné avec Tamarin. Oui. Et là, j'ai entendu dire qu'il y avait Azuri qui a été... Oui. Qui sortait aussi. Exactement. Alors en fait, on a repris d'abord les activités fitness qui existent à Azuri. Azuri est un endroit qui se développe, donc on va probablement développer un nouveau club avec eux d'ici quelques années, enfin, quelques mois, quelques années. Okay. Et en attendant, on a repris également l'activité paddle à Azuri, dont on vient de terminer le setup là, et qui maintenant prend son envol. Super. Voilà. C'est des énormes centres. Donc moi, je m'entraîne là-bas. C'est fitness, mais aussi sport de raquette, pickleball, paddle, tennis, squash, badminton, restaurant, exactement. kids club. Exactement. Donc c'est vraiment un lieu de rencontre, un lieu de vie. Un lieu de vie, ouais, exactement. Super, on va en parler. On va en parler aussi de ça. Tu as investi dans plein d'autres business. Donc tu as des parts aussi dans d'autres sociétés de gestion d'actifs. Oui, on a des partenariats et des participations dans d'autres sociétés de gestion. On essaie de faire aussi de la croissance externe, c'est-à-dire de racheter des sociétés pour pouvoir arriver à atteindre les 1,2 milliard là, dont on parle. Hein, parce que, bon, c'est pas facile. Hein. On est à peu près 1 milliard. Arriver à 1,2 milliard, ça veut dire 200 millions.
Ouais. À Oui, c'est récupérer, pas hein, juste c'est pas facile. 20%, Voilà. quoi, c'est... Donc il faut aussi faire de la croissance externe. Donc on a pas mal de projets de ce style. Ouais. J'ai noté aussi qu'en partenariat avec un groupe mauricien, tu as la distribution exclusive de la marque Häagen-Dazs. Alors on n'a plus. Vous l'avez plus? On n'a plus. Ok. Ouais, on n'a plus. Je sais que tu as investi aussi dans la restauration, Ouais. notamment ici même, Ouais. à l'Eden Beach, Exactement. dans le nord, à Grand B. C'est un magnifique lieu de renom dans lequel je viens souvent manger. Ok. Je sais que tu investis dans encore beaucoup de projets. Est-ce que tu peux nous parler des plus importants que j'aurais oubliés? Écoute, bon, très honnêtement, pour moi, ce qui focus le plus mon attention, ça reste quand même la finance Ok. et tout ce qu'on peut développer autour, parce que c'est mon métier de base, c'est celui que je pratique depuis 40 ans maintenant. Donc voilà, c'est vraiment le métier de base. Après le sport, tu en as largement parlé déjà. Ouais. Euh, Il y a le club de foot aussi? alors, alors le sport au travers des RM clubs, Ok. hein, donc de la partie fitness, raquettes, etc. Alors, club de foot, en fait, on a une académie. Ouais. On est associé avec des gens qui font un super travail ici pour faire jouer les gamins AFN? à FN. Ok. Mon Voilà. fils, il joue là-bas. Voilà. Et donc, on a été partenaire d'abord et maintenant on est associé avec eux Ok. depuis quelques temps. Le foot, c'est important à Maurice parce que d'abord, c'est le sport numéro 1 au monde. Hein. Voilà, faut pas se le cacher. Ouais. J'aime le football comme des milliards de gens, je veux dire, sur Terre. Et surtout à Maurice, ça a un côté social aussi. RM, tu l'as dit, les RM clubs, ça reste assez premium. Tout le monde n'a pas forcément les moyens de venir à RM, même si on a voulu l'ouvrir au maximum. En revanche, le foot, c'est social. Voilà. Ouais. Donc on est évidemment présent dans le foot au travers de cette académie. On est aussi présent dans le rugby. Alors Ok. on aide aussi un club de rugby pareil au nord. Et je suis membre d'un club qui s'appelle le Rugby Excel Club, qui est un club de chefs d'entreprise qui a été imaginé au départ par une personnalité éminente de Maurice, qui est Arnaud Dallet, Ok. fan de rugby et très grand chef d'entreprise, très grand chef d'entreprise, et qui s'est dit on va regrouper des patrons de boîtes comme ça, on va lever un peu de fonds, puis on va aider le rugby. On va aider des jeunes de Rodrigue à venir faire leurs études à Maurice et à jouer au rugby, à créer des passerelles entre Maurice et l'Europe. Voilà. Et ça, c'est vrai dans ce qu'on essaie de faire dans le football et dans le rugby. Ok, super. Il y a donc cette dimension sociale aussi qui est importante. Ça marche. Est-ce que tu peux te présenter toi-même maintenant, après Ouais. la présentation que moi j'ai faite, Ouais. avec ton âge, ton parcours, les études que tu as faites, peut-être, Ok. ta situation familiale? Ok. Alors, mon parcours, il n'est pas vraiment traditionnel. Bon, moi, déjà, j'ai grandi dans le 9-3, moi. Ok. Voilà. J'ai grandi à l'île Saint-Denis, Ok. et puis après à Blanc-Ménil. Voilà. Alors, Ok. pour ceux qui connaissent la région parisienne, ça vous parle. Donc, c'était pas des endroits où on rêve de grandir, même si j'y ai passé une enfance très heureuse. Mais en fait, très rapidement, je me suis dit, et puis ma maman étant d'origine espagnole, enfin même espagnole, j'allais toutes les vacances scolaires chez mes grands-parents en Espagne. Comme beaucoup d'enfants d'ailleurs, dont les parents Ils sont viennent de immigrés. l'immigration. Ouais, bien sûr. Hein, voilà. Et donc j'adorais aller là-bas. Et à un moment donné, très tôt, je me suis dit, mais pourquoi je vis en région parisienne, que j'appréciais pas plus que ça, alors que je pourrais vivre là où je suis content d'aller en vacances, en fait. Ouais. Et il y a des gens qui vivent là où je vais en vacances. Ok. Et donc c'est cette première chose qui m'a motivé en fait à quitter Paris très tôt. À quel âge? Après mon service militaire, je devais avoir 23 ans, j'ai suivi un copain qui est parti jouer au FC Lorient en Bretagne. Ok. Il était joueur professionnel. C'était mon colocataire, parrain d'un de mes enfants. On est parti là-bas et j'ai découvert aussi la musculation là-bas. Ok. Ah, si je commence à te parler de ça, elle va durer longtemps ta vidéo. Vas-y, hein. vas-y, C'est pas vas-y, grave, ok. t'inquiète. Donc c'était le début de la musculation. Je te parle de ça en 1984. Ouais. C'était Véronique et Davina. à Ouais, l'époque, tout, hein. tout. Voilà, exactement. Bon. Et donc moi j'avais commencé la musculation à l'armée quelques temps avant. Parce que je me disais, putain, les mecs ils sont trop beaux. Moi c'était l'époque Serge Nubret, Ah oui, d'accord, ok, ouais. Arnold Schwarzenegger,
Tu vois, les Monsieur Olympia, comme ça. Ok, donc tu étais inspiré par ça. Mais oui, et puis j'ai commencé à m'entraîner à Paris pendant que j'étais à l'armée, parce que j'ai fait l'armée à côté de Paris, j'allais m'entraîner dans la salle de Marcellus Nubret, Ok. dans le 20e arrondissement à Paris, qui était le frère de Serge Nubret. Donc tu vois, avec des gros blacks balèzes, etc., Ouais. qui me faisaient faire des squats à mourir. Ouais, en plus, c'est une école de 50 Puis séries Mais par oui, groupe puis en musculaire. plus, les mecs, ils avaient mis les vestiaires au rez-de-chaussée, au sous-sol. Donc, tu vois, quand tu avais fait 1 heure de squat avec les mecs et qu'il fallait descendre les escaliers, je peux te dire que. Il y avait des rambardes. Ah ouais, heureusement, hein, parce que sinon, c'était mort. Bon, bref, c'était ça, en fait, qui m'a inspiré. Ensuite, quand je suis parti donc, à Lorient avec ce gars, il y avait un type à l'époque qui avait monté une salle, mais c'était vraiment les tout débuts, parce qu'à Paris, ça démarrait, mais alors, inutile de dire qu'en province, c'était. Ouais. Bon. Je suis allé dans cette salle. Et là, je vais dire quelque chose que mes enfants ne savent pas, mais bon, c'est pas grave, on est entre nous, donc tu le répéteras pas. J'ai complètement menti. J'ai dit au gars que je donnais des cours de fitness à l'époque à Paris. Et donc, il m'a embauché, le mec. Ah ouais. Tu vois, Donc tu es arrivé ce que coach je de n'avais fitness. jamais fait, en fait. Ouais. Et je me suis retrouvé du jour au lendemain devant 25 nanas pour faire un cours à la Véronique et Davina. Que j'avais jamais abdos fait. fessiers, quoi. Ah, et c'est ça. Et donc, j'ai fait ça pendant 1 année à peu près. Trop bien. Un petit peu moins. Et puis après, bon, je me suis dit, il faut quand même que je me mette à bosser. Et puis je suis rentré dans la banque. Et c'est là qu'a commencé mon parcours. Ok, comment t'es rentré dans la banque? Comment t'es arrivé là? Par hasard. Ça me plaisait aussi. Voilà, il y avait 2 choses qui me plaisaient. C'était la finance, la bourse à l'époque. Hein. La bourse, c'était le palais Brognard. Fallait rentrer. On cotait pas. On cotait à la criée à l'époque, tu vois. Ok, ouais. Hein, donc il fallait rentrer dans le palais. Ça. Et mon père, qui était ouvrier imprimeur, travaillait à côté de la bourse à Paris. Et quand je suis rentré, j'ai réussi à entrer dans une charge d'agent de change, au début comme stagiaire, pour pouvoir rentrer au palais et voir ce qui se passait à l'intérieur. Ce qu'on voyait à la télé, la corbeille, tu vois. Ouais. Je ne sais pas si tu te souviens de ça, me mais dit rien. Moi. voilà, il y avait la corbeille et puis des groupes comme ça où tu cotais à la criée, tu vois, un peu comme on voit dans les films. Ouais. Voilà. Et ça me passionnait. Enfin, j'étais curieux de ça en tout cas. Donc j'ai commencé comme ça. Et puis après, très rapidement, ça m'a plu. Et j'ai été embauché par une banque à Monaco en 1989 pour développer la clientèle privée en Afrique. Ok. Voilà. Et ça a été vraiment le démarrage. Et là, je suis parti en Afrique. Alors, ça combinait, tu vois, ce que je te disais au début, le plaisir de ce métier de la finance qui m'attirait. Et l'envie de quitter Paris, d'aller voir Découvrir. d'autres horizons. Voilà. Et je suis parti en Afrique, j'ai sillonné la Côte d'Ivoire, j'ai sillonné Donc dans le les Gabon, années 90, quoi. le Congo. Ouais, non, ça c'était déjà à la fin. Oui, c'est ça, fin des années 80. Ok. J'ai commencé en juin 89, exactement. Ok. En plus à Monaco, tu vois. Bon, moi petit mec du 9-3, j'arrivais à Monaco, je suis arrivé au mois de juin. Inutile de te dire que t'arrives au mois de juin à Monaco, quand t'arrives, c'est quand même. C'est quelque chose. Ça fait quand même un petit choc de culture, tu vois. Et puis voilà. Et puis 10 ans après, j'ai créé ma première boîte de finance à Genève, après avoir beaucoup appris dans la banque, avoir gravi quelques échelons. J'ai créé ma première société à l'âge de 40 ans, en l'an 2000, à Genève. Parce que bon, Genève, c'est la mecque de la banque privée. Hein. Ouais. Ouais, quand tu veux... Donc quand tu as créé ta boîte, donc tu l'as dit, tu avais déjà 40 ans, tu avais un très bon poste, avec un très bon salaire, très bonnes conditions. Qu'est-ce qui t'a poussé à entreprendre à ce moment-là? À un moment donné, il faut sauter le pas. Mais tu avais cette envie, tu avais ce besoin, j'avais tu cette envie, de ressentais toute ça. façon. J'avais cette envie. Déjà dans la banque, j'essayais d'appliquer mes idées, etc. C'est beaucoup plus difficile quand tu es dans une structure plus grosse. Alors, dans une structure plus grosse, de toute façon, il y a des règles, il y a des process qui sont normaux et obligatoires. Parce que si tout le monde fait ce qu'il veut, c'est vite le bazar. Donc, mais forcément, c'est un peu contraignant pour quelqu'un qui a envie tu vois, Alors après, quand tu as envie de faire plein de choses, tu fais aussi des erreurs. Ce qui m'est arrivé, bien entendu. Ah, on va en parler. Ouais, ou pas, mais j'en ai fait, bien sûr. Mais c'est normal, parce que tu apprends aussi de tes erreurs. Hein. Et puis si tu fais rien, si tu fais rien, tu fais pas d'erreur, mais tu fais rien. Donc, bon. Voilà, donc j'ai démarré ça en 2000. J'ai dit, bon, allez, c'est maintenant ou jamais. Et j'ai démarré cette affaire, on est parti de zéro, hein, avec un associé qui bossait avec moi et une demi-secrétaire, dans un demi-bureau. Ok. Alors face au jet d'eau, hein, au lac à Genève, hein, donc dans un endroit idyllique, mais bon, démarrer de zéro. C'est pas gagné. Ah bah non, j'avais mis un peu d'argent de côté et j'ai payé mes salaires avec les comptes courants, hein, au début. Hein. Ouais. Normal, hein.
Et est-ce que tu as eu un déclic, un déclencheur qui a fait que tu t'es dit, OK, c'est maintenant. Là, maintenant, je veux le faire maintenant, j'attends plus, je me lance. Ouais, des circonstances. Des Des circonstances de la vie. OK. Voilà. C'est quoi ta situation familiale aujourd'hui? Alors là aussi, mon parcours est pas mon parcours professionnel n'est pas, comment dirais-je, balisé comme certains grandes écoles de commerce, machin, etc. Moi, c'est pas ça. J'ai aujourd'hui élevé 6 enfants. OK. Les 2 premières avec 2 femmes différentes, qui sont des merveilleuses mamans et qui ont été des merveilleuses compagnes, dont une est encore associée avec moi et avec qui j'ai des relations d'une proximité, d'une amitié, d'une confiance totale. Même si je n'ai pas été toujours très très réglo avec elle, je dois leur reconnaître ça. Mais je voyageais beaucoup. Bon, voilà, c'est ce que c'est. Bon, c'est la vie. La vie. Et puis, et j'ai 2 grandes filles donc, qui vont très bien, que je vois aussi régulièrement que possible parce qu'elles sont en métropole, une à Paris et l'autre va nous rejoindre d'ailleurs à Genève là. Et puis ensuite, j'ai rencontré mon épouse, celle avec laquelle je me suis marié. Quand je veux la chambrer, je lui dis, je vous présente ma première femme, c'est la seule. D'accord, tu n'étais pas marié avant? Non. Avec les autres? Non. Okay. Et elle avait 3 enfants quand je l'ai rencontrée, okay. Qui étaient petits. Elle s'était séparée de son premier mari, du papa des enfants. Et puis, c'est des enfants qui sont devenus mes enfants en fait. Parce que je les ai élevés. Voilà, les petits avaient 2 jumeaux qui avaient 18 mois. Et une fille qui avait 4 ans et demi à l'époque, ou 5 ans peut-être. Voilà, ouais, parce qu'ils ont 4 ans de différence, tu vois, d'âge. T'es proche d'eux alors? Ouais, ah bah c'est mes enfants. Je les ai élevés. Ouais. Adoptés maintenant, etc. Ah oui? Oui. Super. Dont la plus grande d'ailleurs vit ici à Maurice, s'est mariée ici, vit ici avec son mari. Il y a peu de temps d'ailleurs. Hein? Ouais, s'est marié en septembre. Et puis bon, les jumeaux, il y en a un qui est de côté de Genève et l'autre aux États-Unis, chez Goldman Sachs, donc il prend le relais de la suite de la finance. Et puis on a eu un enfant ensemble, une petite dernière, Ava, dont tu connais au moins le prénom parce que les restaurants portent son nom, etc. au club. Ah ok. Voilà, tu vois. Ouais. Et donc bah, c'est la seule en fait. J'ai 2 nièces qui s'appellent Ava. Ok, bah, c'est un très joli prénom. Et puis c'est la seule qui est le lien entre tous les autres en fait. Ouais. Elle est demi-sœur de tout le monde. Voilà, pas demi-sœur. Chez nous on dit sœur et frère, oui, mais bon, sûr. voilà. Et donc qui a 17 ans aujourd'hui et qui va malheureusement devoir quitter Maurice pour aller faire ses études. Ça va être compliqué. Hein. Ah oui? Ah ouais, oui, c'est la dernière. Pour toi et ta femme? Ah bah pour moi et ma femme, ouais. Ouais, ça va être compliqué, mais bon, c'est la vie. Hein. Est-ce que tu penses, Rémi, que tu as toujours eu de l'ambition? Ah ouais, et j'en ai toujours. Tu penses que c'est en toi? Ah non, j'en ai toujours. Moi je regarde, des fois on me dit, oh Coco, t'as 65 ans, il y a des mecs, ça fait 5 ans qu'ils sont à la retraite, hein, ton âge. Je peux même pas imaginer. Ouais. Dans ma tête, j'ai pas 65 ans. Je te cache pas que dans mon corps, oui, parce que quand je vais à la salle, je me rends compte que j'ai 65 ans. mais différentes façons de les avoir. Oui, non, mais dans ma tête, je les ai pas, c'est sûr. Ok, donc tu as toujours eu cette ambition. Est-ce que tu as toujours été confiant en tes capacités? Non. Non. Je suis pas trop confiant. Je suis pas trop confiant. C'est pas mal d'ailleurs, je trouve, de pas être trop confiant. Pas être trop confiant, ça m'a permis par exemple de me dire, dans mon parcours professionnel d'entrepreneur, il faut que je fasse des choses avec des mecs qui sont plus intelligents que moi, plus jeunes, qui ont fait plus d'études, etc. Et ça, tu m'as pas posé la question, mais si tu me la poses, quelle est ta plus grande qualité? C'est toujours une réponse difficile à faire. Je dirais que c'est celle-là. Bien t'entourer. Bien m'entourer, ouais. Bien m'entourer. Et franchement, j'ai bien réussi. J'ai bien réussi ça. Bon, je me suis trompé parfois, mais c'est normal. Sûr. Mais globalement, je me suis toujours entouré de gens qui ont fait grandir les entreprises autant, voire plus que moi. Ok, je pense que c'est une énorme qualité d'entrepreneur. Certainement, je crois. Parce qu'on peut de toute façon pas tout faire tout seul. Hein. Bah, je dis toujours que le président de Danone, c'est pas lui qui fait les yaourts. Hein. Voilà. Sinon, il en ferait 10 par jour. Hein. Donc, il faut savoir s'entourer de gens pour donner du levier à tes entreprises. Donc, on a parlé de ton parcours. Tu nous as parlé aussi du début, etc. Maintenant, j'aimerais savoir
Quelle est ta plus belle réussite selon toi? Si tu devais en garder une seule, Personnel et professionnel confondus, tout confondu. ça reste les enfants quand même. Alex, Ah, je te vois toi avec tes enfants et je vois tes enfants avec toi, avec ton épouse. On est tous pareils. Ça reste les enfants quand même. Ça reste les enfants. Ça peut être les enfants, ça peut être la plus belle réussite, ça peut être les plus gros échecs aussi. Bien sûr. Parce que quand il y a un échec, quand un enfant est dans l'échec, en fait, t'es dans l'échec. Parce sûr. que tu te demandes ce que tu Parce que as t'as mal loupé. fait. Voilà. Moi, j'ai cette chance, j'ai pas ces problèmes-là. Ils sont tous très bien dans leur vie. Bon, après avoir réussi quand même à me payer mon salaire avec mes propres entreprises. Ok. Voilà. Pas attendre que quelqu'un me paye mon salaire. Ok, c'était ça. Ouais. Ouais. Et puis ça te permet plein de liberté. Même si tu travailles beaucoup. Quand tu es entrepreneur, tu travailles du matin 6 heures. Et je vais même te dire, la nuit, quand tu travailles à 3 heures du matin, tu travailles. Pourquoi? Parce que tu as oublié un truc, tu pensais pas. Mais dans la réalité, ça te permet de te dire, bah tiens, tu vois, je vais passer une demi-journée avec Alex, super sympa au bord de la plage. J'ai pas besoin de demander à mon patron. C'est ça, t'as de compte à rendre à personne. Voilà. La liberté, c'est vraiment ça qui t'a Exactement. épanoui. Ouais. Ok. Ouais. Je vous prends 10 secondes, les gars. Toi qui regardes cette vidéo, tu vois, Rémi, il a bossé. Il s'est battu pour devenir l'homme qu'il est aujourd'hui. Et tout ça, c'est pas inné. Et t'as sûrement aussi ce truc en toi, on l'a tous. Mais t'as peut-être besoin d'un déclic, d'un guide, d'une méthode pour te révéler. Regarde la vidéo qui apparaît juste ici sur l'écran. Il y a aussi le lien en barre d'infos et on t'expliquera comment nous, on a réussi à devenir les hommes qu'on est aujourd'hui. Et tu verras, ça parlera à tous les hommes qui souhaitent déjà sortir de la solitude, développer leur charisme, leurs relations, leur confiance en eux, se faire respecter et tout simplement ne plus être invisible. Prends le temps de la regarder, elle est pas longue, mais elle est intense. Et surtout, elle pourrait te réveiller et te donner ce déclic pour tout enclencher. Maintenant, j'aimerais qu'on parle un petit peu de ton hygiène de vie. Ouais. Est-ce que tu as des routines? Alors, mon hygiène de vie, écoute, tout d'abord, je vais commencer par là. J'ai la chance de ne pas apprécier l'alcool. Ce qui veut dire que on m'a parlé de tu ça as la en semaine face de dernière. toi quelqu'un qui n'a jamais bu 1 gramme d'alcool de sa vie. Est-ce qu'il paraît que tu as une belle cave en plus? Ouais, mais ça c'est pour les copains. Ouais. Ouais, c'est sympa. Je trouve que le métier de la fabrication du vin, tout ça, c'est bon. Mais Donc jamais d'alcool, mais ça c'est jamais. la première chose. Bon, c'est quand même pas mal, quoi. Ah oui. Voilà. Et puis, j'ai fumé jusqu'à l'âge de 22 ans, Ok. de 16 ans à 22 ans. Et à 22 ans, je me suis dit, j'arrête de fumer. Et j'ai arrêté de fumer, alors que je fumais pas mal quand même, hein. Presque un paquet par jour à un moment donné, tu vois. Et je me suis arrêté, mais du jour au lendemain, sans aucun problème. C'est quoi À le tel point- déclic? J'en sais rien. Je suis incapable de te dire. Un jour, j'ai décidé d'arrêter, j'ai arrêté. Ça a été absolument pas compliqué, parce que j'étais motivé pour le faire. Surtout qu'à Quand- l'époque, ça fumait de partout, à l'intérieur, les restos, Ah, bien sûr, bien sûr, le bien train, sûr. Partout, ascenseur. dans les avions. Ouais, avion. Mais oui, dans les avions, bien sûr. Donc, je me suis arrêté. Donc, en fait, bon, voilà, j'avais 22 ans. Ça veut dire que ça fait 40 ans passés que j'ai arrêté de fumer. Donc, en fait, ça, c'est quand même pas d'alcool, pas de cigarette. C'est pas mal déjà. Après, comme je me suis très vite lancé dans le sport et puis j'ai tout de suite apprécié le fitness, apprécié la musculation, la culture physique, comme on disait à l'époque, etc. Tu as toujours pratiqué? Pratiquement toujours. J'ai eu des petits, déjà, à un moment donné, 6 mois, j'ai arrêté, j'ai repris, etc. Mais on va dire que j'ai pratiquement tout le temps pratiqué, Ok. plus ou moins. Mais tu as eu une éducation sportive Du dans tout. ton enfance? Du Non, tout. Pas du tout. Du tout. Tu faisais pas de sport enfant? Du tout. Ok. Un peu de foot, un peu de machin, mais Oui, mais pas en rien club de. ou- Non, 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 non. D'accord. Rien de plus que ce qu'on fait quand on est gamin, un peu de foot, un peu de judo, tu testes un peu tout, etc. Bon. Mais, tu vois, de voir ces mecs musclés, bien dans leur corps, etc., ça m'a vraiment tout de suite plu. Et- Ça t'a apporté de la confiance, ça, tu penses? Ah ouais. Ah ouais. Ouais. Ah, bien sûr. Ah oui, non, mais là, je te rejoins à 100%. Bah oui. Bien À sûr, partir bien du sûr. moment où tu te plais Bah, physiquement. bien sûr, quand tu te regardes dans la glace et que tu te trouves moche, franchement, c'est pas bon, quoi. Ouais. La journée démarre mal, hein. Quand tu te regardes dans la glace et que tu te dis, ah ouais, bon, ça va, quoi, je suis quand même encore à peu près correct, même après un certain âge où tu n'es plus comme avant, bien sûr. Ouais. Mais Tu bon, te compares un peu aux gars de ton âge aussi. quoi. ouais, Tu même vois sans la te comparer, différence. tu te regardes, tu dis, bon, ça va. Je suis frais. Ouais, ça va, ça va encore. Et au niveau de la Euh, nutrition? Alors,
Bon, au niveau de la nutrition, je suis quand même. Déjà, je suis pas un fan des restos étoilés, machin. Ok. Déjà, moi, tu me mets une bonne omelette avec une bonne salade, tu vois, et je suis ravi. Produit Et ça me simple. va très bien. Et si tu me dis, tu vas dans un 3 étoiles Michelin où tu vas manger une bonne salade et une bonne omelette ou un bon plat de pâtes sympa, etc., tu vois, à l'huile d'olive, machin, je choisis tout de suite. Hein. Ok. Voilà. Donc déjà, je suis pas attiré par la cuisine très lourde, T'es pas. très sophistiquée, Ok. par goût. Donc en fait, j'ai la chance parce que l'alcool, c'est par goût. Euh, la nourriture, finalement, je mange de manière simple et saine par goût. Ok. Voilà. Mais tu manges pas d'aliments spécialement transformés, de gâteaux, de Non, non, biscuits, non, tout non, ça. non. Je Ok. suis pas très fan. De temps en temps, un petit carré de chocolat, un petit truc comme ça, mais je suis pas très fan de ça. Bon, maintenant, j'ai la chance ici à Maurice d'avoir trouvé un super cuisinier qui Ouais. bosse à la maison Ok. et qui nous fait Ce que t'aimes. ce que j'aime, des poissons, des bons poissons, tu vois, des légumes, des choses simples Ouais, mais donc t'aimes la saines. nourriture saine, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et Mais t'as eu encore une cette fois, éducation alimentaire? pas plus que ça, mais bon, après, tu sais, quand tu commences à faire de la musculation et du fitness, tu t'intéresses forcément à la nutrition. Ok. Quand tu veux Donc prendre ça a du poids. influencé aussi Ah ta oui, manière de consommer. bah, je me suis renseigné, voilà, ce que c'est que des glucides, des protéines, des lipides, voilà, Bien sûr, des tu connais sucres les lents, macros, etc. tout ça. Tu vois, après, par la force des choses, tu as une éducation, comment dirais-je, diététique Ouais. quand tu t'intéresses à ce sport, tu es obligé. Est-ce que tu travailles ton énergie? Par là, je pense à, tu fais peut-être, je sais pas, de la méditation, du yoga, tu travailles avec certains niveaux d'énergie, tu vas placer certaines tâches le matin plutôt que le soir, ou c'est un peu à Du tout, l'instinct? du tout, Ok. du tout, franchement, du tout. Je devrais peut-être, hein, Non, non, c'est. mais pour moi, non, pas du tout. Et ton repos, le sommeil, c'est quelque chose auquel tu fais attention? Tu te Ouais, couches un peu à la même heure, tu te réveilles à la même ouais, je me heure? couche tôt le soir. Je suis pas très fan des sorties nocturnes. Ouais, En général, quand on est invité dans la semaine le soir chez des amis, j'y vais bien sûr, mais j'évite la semaine parce que le lendemain matin, je me réveille relativement tôt pour aller bosser. Et si j'ai pas bien dormi, je suis pas en forme. Et si je suis pas en forme, mon cerveau fonctionne pas. Et si mon cerveau fonctionne pas, c'est un problème quand même. c'est plus dur de régler les problèmes, justement. Et voilà. Donc, ouais, ouais. Donc, plutôt couche tôt. Ouais. Alors, c'est pas très fun, hein. Bon, Moi, je fais partie de. plutôt couche Moi tôt aussi. et réveil, ouais, pas à l'aube, mais une bonne nuit de sommeil. Ok, ouais, c'est plutôt régulier sur les heures de Ouais, coucher ouais, et de ouais, réveil. ouais, 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 ouais. Est-ce que tu prends des compléments alimentaires? J'en ai pris. Ouais, J'en ai pris à un moment donné. Là, en ce moment, non. pas Un petit spécialement. peu, bon, une petite vitamine, un petit cocktail vitaminé le matin. Ok, tu prends un multivitamine alors. Ouais, le cuisinier, il me fait ça le matin et il fait un petit cocktail vitamine, il fait une petite pastille, etc. Bon, mais voilà, mais rien de plus que ça pour le moment. Il y a des périodes hein, où je Ouais. peux prendre. Et donc, tu parlais de ta pratique sportive, tu fais toujours de la musculation, du fitness. Est-ce que tu te fais coacher ou tu vas et tu fais tes séances à toi? Je fais mes séances maintenant. Ouais. Ouais. Je devrais me faire coacher d'ailleurs. C'est vrai? Ouais, je pense que je devrais me faire coacher. Pour sortir un peu plus de la zone de Exactement, confort? exactement, Ouais. exactement. Et puis tu sais, au bout d'un moment, tu fais toujours la même chose. Bon, moi, j'aime pas faire les cuisses parce que bon, comme je t'expliquais, j'en ai bavé. C'est des vieux souvenirs qui J'en ai, remontent. ouais, j'en ai bavé. Et, bon, je suis meilleur au pec qu'au dos, donc quand j'ai pas envie, je vais faire des pecs, tu vois. Mais bon, voilà, il faut faire le reste aussi. Donc, alors, je devrais sortir de ma zone de confort un peu. Ouais. Donc tout à l'heure, on a parlé du RM Club et de aussi ton envie de démocratiser le sport et en tout cas d'amener ta pierre à l'édifice à ce niveau-là. Quand tu crées un lieu comme le RM Club, est-ce que tu cherches à incarner justement un style de vie que tu voudrais peut-être voir plus présent dans la société? Oui, oui, oui. Alors, j'ai pas inventé l'eau tiède non plus. Hein. Je me suis inspiré de ce qui se faisait en Europe. Il n'y avait pas des centres comme ça à Maurice, ça n'existait pas encore. Je t'avoue que même en France, aussi complet, il y en a, je pense, mais moi, j'en ai jamais vu Il encore. y en a pas beaucoup. Mais moi, je me suis un peu inspiré notamment d'un club à côté de Genève qui s'appelait à l'époque le City Green et qui a été racheté maintenant par David Lloyd, qui est une grosse chaîne
de fitness européenne, enfin anglaise à la base, qui a un peu ce concept-là, c'est-à-dire le concept fitness, sport de raquette, kids, restaurant, lieu de vie. Voilà. C'était un peu ça l'idée. Mais après, tu sais, c'est comme tout dans les affaires, tu fais un business plan, tu mets le concept sur le papier, puis dans la réalité, ça ne se passe pas toujours exactement comme tu l'avais prévu. Et donc après, les membres s'approprient le truc, te font évoluer, te suggèrent certaines évolutions, et c'est comme ça que ça s'est fait en fait. Ouais, donc un tu peu avec le temps. écoutes beaucoup le feedback. Je te donne un exemple. Le premier RM a ouvert en 2020, à la fin de l'année 2020. 2020, Covid. Ouais. Ok. On commence la construction du club en juillet 2019. Ouais, le timing. Le bâtiment, ouais. Le bâtiment et la structure métallique du bâtiment est posée, donc il est hors d'eau, un peu hors d'air parce que les côtés étaient ouverts, mais c'était pas grave. Et les gars viennent installer les 2 premiers terrains de paddle. À cette époque-là, 5 ans en arrière, ça paraît incroyable de dire ça aujourd'hui, hein. Mais nous, notre question c'était comment on va faire venir les gens au paddle? Est-ce que les gens vont venir au paddle, jouer au paddle? Sachant qu'aujourd'hui, quand on veut un créneau, il y a combien de... Il y a 8 terrains, je crois. 7. 7 Enfin, terrains. 7 à Forbach, mais Ouais, il 7 y à Forbach. y en a 22, je crois, dans le pays. Les gens attendent minuit et 1 seconde pour C'est ça, réserver. c'est ça. C'est un truc de fou. Alors, je te raconte l'histoire. On est confinement. Confinement, au début, on est fermé chez nous, etc. À un moment donné, on peut un peu sortir. Bon, là aussi, je ne devrais pas le dire, mais je le dis quand même. Donc, on n'avait pas le droit de sortir, mais on sortait quand même. Et on venait à 2 potes, 3 potes, 4 potes. Tu vois, on se donnait rendez-vous. Et on venait au club jouer au paddle parce que le club était fermé, même pas terminé. Ouais. La construction n'était pas terminée. Par contre, les 2 terrains étaient... Donc, on avait acheté des raquettes chez Decathlon en France qu'on avait fait venir, je ne sais plus trop comment, etc. Et on joue au paddle. Et puis, bon, après, les copains des copains, on se retrouve... On est toujours fermé, on est toujours confiné. Hein, Ouais. okay, les copains des copains viennent, et puis on se retrouve à une vingtaine, à tel point que je dis au mec, il faut peut-être faire gaffe, parce que... Et là, je mesure tous ces copains des copains qui étaient tous la plupart des tennisman, qui avaient entendu parler du paddle, qui avaient vu des vidéos, mais qui commencent à jouer, et les mecs me disent ah putain, on va arrêter le tennis. Ouais. Ah, c'est trop bien ce truc, on va arrêter le tennis. Et là, je me dis, oh là, il n'y aura pas de problème de marketing là. Ouais. Donc, le problème qu'on a, c'est qu'on n'a que 2 terrains, il faut en mettre un 3e. Et on a tout de suite... Ah d'accord, le projet de base, il y avait que 2 terrains. 2. Et on a tout de suite mis un 3e. Puis très vite, 2 autres, puis très vite, 2 autres. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'on est à 7 maintenant au nord. Et donc, tu vois, c'était pas prévu. Ouais. Mais c'est un engouement incroyable. Incroyable. Bon, partout dans le monde. Hein. Oui, partout dans le monde. Ah oui, en France. Et j'ai vu les gens progresser. Ouais. En fait, c'est vrai que c'est très accessible. Oui, pour quelqu'un qui n'a pas... C'est pas comme le tennis où il faut quand même de la pratique avant de prendre plaisir. Oui, là, tu as beaucoup d'échanges rapidement et tu t'amuses tout de suite. Donc, c'est addictif, en fait. Ouais. Parce qu'à tous les niveaux, tu peux t'amuser. En plus, c'est convivial. Tu joues à 4, tu vas boire un verre après. Ouais, y a beaucoup tu rencontres des gens. Ouais. Tu socialises, c'est un endroit de socialisation, tu vois. On a, je sais pas, 750 ou 800 personnes sur les groupes WhatsApp de paddle à Maurice. C'est énorme hein, pour Maurice. C'est énorme, c'est énorme. Si tu compares à la population française qui est 60 fois plus importante que la population mauricienne, tu multiplies par 60, tu vois, ça fait du monde sur le groupe. Hein. J'imagine. Donc, tu nous as parlé tout à l'heure, tu nous as dit que pour toi, ta qualité principale, celle qui t'a amené à cette réussite-là, c'était de savoir bien t'entourer. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose que tu as travaillé? Non. Ok, c'est inné. C'est instinctif. C'est instinctif, ok. Et c'est justement ce que je te disais tout à l'heure, peut-être grâce au manque de confiance. Ouais. Tu vois, au manque de confiance totale, je sais tout faire, je veux tout voir, je fais tout bien. Ouais. Bon, tu sais, quand tu travailles sur les marchés financiers, tu apprends l'humilité. Hein. Parce que le mec qui a tout le temps raison, il n'existe pas. Hein. Ouais. C'est comme le mouton à 5 pattes, il n'existe pas. Donc tu apprends l'humilité. Donc soit tu en tires les leçons, soit tu n'en tires pas les leçons. Si tu en tires les leçons, bah, tu te dis que tu ne peux pas avoir toujours la bonne idée au bon moment. Et donc, il faut t'entourer. Donc, c'est plus instinctif qu'autre chose. Ok. Peut-être sur d'autres sujets, est-ce que tu as déjà suivi des formations au cours de ta carrière où tu as déjà travaillé certains aspects? Oui, quand j'étais à la banque, on avait des formations, et ça c'est très très bien d'ailleurs. Hein. Dans les grands groupes, tu as des formations, c'est très très bien. Ouais. Alors,
formation commerciale, formation de management. Ok. La formation commerciale, c'est très important. Parce que finalement, un commercial, il est commercial tout le temps. Tu vois, que tu vendes un produit ou que tu te vendes toi-même quand tu as envie de draguer une fille, tu dois te vendre. Hein. Bien sûr. Voilà. Et tu dois mettre les mots et tu dois mettre les formes, parce que sinon, tu n'obtiens rien. T'adapter à la personne qui est en face de T'adapter, toi. écouter ce que les gens disent, pas parler trop, ce que je suis en train de faire là. Ouais, mais là, c'est le but. Mais là, c'est le but. Mais écouter, en fait, écouter ce que les gens disent. Voilà. Ce que tes clients futurs disent. Voilà. Ça, c'est très important. Mieux t'écoutes, mieux tu cernes ouais, bah oui. le problème. Et puis, des fois, tu sais, on dit lire entre les lignes, mais écouter entre les mots aussi, ou entre les phrases. Tu entends des choses. Ça. Si souvent, on t'écoutes dit pas, même que la forme, elle est encore plus importante que le fond dans ce qu'il raconte. Oui. Et les expressions, etc. Donc, il faut être très attentif à ça. Et ça, tu l'apprends avec de l'entraînement. Et c'est pas instinctif, ça. C'est pas intuitif. C'est un peu contre-intuitif. Tu as tendance à vouloir parler. D'ailleurs, on dit les bons vendeurs, ils ont de la tchatch. Les bons vendeurs, ils n'ont pas la tchatch. Ils écoutent bien et ils savent traiter les objections calmement, etc. C'est ça, les bons vendeurs. Ça, c'est la première chose que tu apprends quand tu fais ces formations, et c'est très bien. Après, le management, en fait, c'est important aussi. Comment tu organises des réunions, comment tu es efficace dans des réunions, comment tu encourages tes collaborateurs, comment aussi, parfois, tu es obligé de leur dire que c'est pas top, mais leur dire que c'est pas top, c'est pas la fin du monde. Hein. Ouais. C'est juste pour que ce soit mieux après. Ça, tu l'apprends aussi. Il y a des moyens, il y a des choses à respecter, des règles à respecter. Et ça, c'est pas intuitif non plus, forcément. Tu dois l'apprendre et tu dois le mettre en pratique. Super. On va parler un petit peu relation équilibre, justement, parce que c'est le principe de cette émission-là. Tu nous as dit à quel point c'était important la famille pour toi, que ta plus belle réussite, c'était tes enfants. Est-ce que tu passes beaucoup de temps en famille? Non, pas assez. Bah, pour des raisons géographiques déjà. D'accord. Pour des raisons géographiques, parce que j'en ai une à Paris, j'en ai une qui était sur la Côte d'Azur qui va venir à Genève, il y en a un autre à Genève, il y en a un quatrième aux États-Unis. Ouais. Alors évidemment, c'est plus compliqué. Bon, il y en a deux à Maurice, donc ceux-là, on les voit. Bon, il y en a une qui habite avec nous et l'autre qui habite pas avec nous, mais bon, c'est comme si elle habitait avec nous parce qu'elle est tout le temps avec sa maman et on a plaisir à être avec elle. Donc, bon, j'aimerais passer plus de temps. Mais là, tu vois, ma fille vient avec mes petits-enfants, parce que j'ai 2 petits-enfants, arrive avec mes petits-enfants dans quelques jours. Donc voilà, elle va passer les vacances de Pâques ici avec son mari et ses enfants, qui sont mes petits-enfants. Donc ça, c'est génial. Je vais essayer d'en profiter le plus possible, de dégager du temps pour être avec eux. Voilà. Okay. Tu vois, mais pas assez. Pas assez. Mais en même temps, on n'est pas non plus... Bien sûr, non, mais après aussi, tu as des enfants qui sont adultes, qui font leur vie. Oui, voilà. Je veux dire, c'est sûrement une fierté aussi de les voir évoluer. Exactement. Et être épanoui. Alors, je pense que c'est la réussite d'un parent de voir que son enfant vole sur deux ailes. Quoi. Alors, ils voudraient peut-être que je les appelle plus souvent, que je sois plus souvent, etc. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que je sais quand même ce qu'ils font. Parce que je parle avec leur maman, je suis ce qu'ils font, je sais ce qu'ils font tous les jours. Ok. Oui. Est-ce que tu as eu, ou tu as encore, un ou plusieurs modèles dans la vie? Il y a des gens qui m'inspirent, quoi. Ouais. Alors, il n'y a pas une personne qui m'a inspiré toute ma vie, mais au fil de mon expérience de vie, personnelle ou professionnelle, il y a des gens qui m'ont inspiré. Il y a des gens qui ont une réussite familiale fabuleuse. Je me dis, bon, c'est inspirant. Bien sûr, tu vois, je suis totalement d'accord. La famille, les enfants sont très proches d'eux. Ils sont très, tu vois, et je me dis, ça, c'est quand même, ils ont quand même réussi ça. D'autres professionnellement. Dernièrement, David, que tu connais, voilà, qui est mon associé. J'aimerais bien aussi intervenir. Ouais, il sera d'accord, je pense. Qui est un type qui a vendu sa première boîte avant que moi je crée la première. Tu vois, il a vendu sa première boîte plus jeune que moi quand j'ai créé la mienne. Bon, c'est un mec inspirant, tu vois, caractère entier, compliqué, mais extrêmement intelligent, extrêmement généreux. Voilà. Tu vois, voilà, au fil du temps, comme ça, bon, je pense à lui parce que c'est plus récent, mais il y a plein de gens qui m'inspirent, ouais. Ok, tu as parlé tout à l'heure de tes réussites. Tu nous as dit aussi qu'il n'y a pas eu 100% de réussite, tu as connu des échecs. Moi, ce que je voulais savoir, c'est, déjà, est-ce que tu en as connu? Oui, tu nous as dit tout à l'heure. Bien sûr.
Est-ce que tu peux nous en parler? Est-ce que tu peux nous dire un petit peu lesquels? En général, dans les affaires, les échecs sont soit des échecs relationnels, euh, soit des échecs du modèle économique. Ok. Bon. Des échecs du modèle économique, oui, j'en ai connu. On pensait qu'on ferait 100 de chiffre d'affaires, on fait 50. On pensait qu'on aurait 25 de charges, on a 40. Bon, voilà. Ça, c'est assez classique, ça arrive à tout le monde. On s'est trompé au départ. Bon, en général, je reviens toujours à la finance, pardonne-moi, hein, mais c'est mon fil rouge un peu. Hein. Dans les salles de marché, on dit porte tes gains et coupe tes pertes. Hein. Voilà, n'attends pas de perdre 30% avant de couper. Et donc tu fais partie de ceux qui coupent vite, tu t'acharnes pas sur un projet. Alors, j'aimerais bien. On a parlé de mes qualités, je vais parler de mon défaut. J'aimerais bien, parce que des fois il faut couper vite, mais quand tu coupes vite, il y a une dimension humaine, tu vois. Ouais. Et moi, la dimension humaine, pour moi, elle est fondamentale. Donc, des fois, je coupe pas assez vite parce qu'il y a une dimension humaine et je vais être sûr de ne pas me tromper. Ouais. Et donc, je prends le temps et parfois, j'aurais dû couper plus tôt. Okay. Voilà. Je suis un peu trop tolérant. C'est ma femme qui dit ça. Bon, même mon père disait toujours la tolérance, c'est la tolérance, il faut être tolérant. Donc, j'ai grandi avec ça. Gardé ça. Voilà. Bon, donc, parfois, ça t'oblige de couper trop tôt. Mais évidemment, il y a des échecs. Après, il y a des échecs personnels. Tu t'associes avec quelqu'un, et puis finalement, le feeling passe pas. Ils n'ont pas compris ce que tu attendais d'eux. Tu n'as pas compris ce qu'ils attendaient de toi. Et là, c'est un peu comme un couple. Tu te sépares, mais moi, quand je me sépare, j'aime bien rester pote. Okay. Je veux bien perdre un associé, je veux bien perdre un peu d'argent, mais je veux pas perdre un copain. C'est dommage. Donc, on se sépare bons amis. On trouve un bon moyen de se séparer. On essaye, en tout cas. C'est pas toujours facile. Hein, bien sûr. Parce qu'il faut que des deux côtés, il y ait une forme d'intelligence. Et puis voilà, puis on le fait. Est-ce que tu es quelqu'un qui stresse beaucoup? Ouais, par période quand même. Ouais. Ouais, je peux pas dire que ça glisse comme sur les plumes d'un canard. Hein. Il y a des fois où je dors mal. Ouais. C'est quoi ton rapport au stress? Comment tu le gères? Tu le transformes? Tu l'absorbes? Tu l'ignores? Non. Alors, je vais te le dire. Et ceux qui me connaissent vont parfaitement reconnaître ma manière de gérer ça. J'ai besoin d'être seul, en fait. Ok. Voilà. J'ai besoin d'être seul. Et d'ailleurs, sans parler de stress extrême, mais quand je rentre chez moi, après ma journée de travail, j'ai besoin d'une demi-heure, trois quarts d'heure où je suis seul. Donc je m'enferme généralement dans ma chambre. Je garde mes mails, je garde mes outils de travail, mais je veux pas d'interaction, je veux pas de gens qui rentrent, de gens qui me parlent, etc. Et mes enfants et ma femme ont parfaitement compris ça et me laissent ce moment-là. C'est top parce qu'elle m'a pas vu de la journée. Elle a plein de choses à me dire. Je parle de Sandy, que tu connais. Elle a plein de choses à me dire. Et elle dit non, là, je le laisse tranquille. On verra plus tard. Donc voilà, j'ai besoin de ça. Et cette période-là, où je suis seul, presque enfermé, physiquement et dans ma bulle, ça me permet en fait de gérer les situations compliquées, de me dire bon là, ok, c'est grave, mais pas tant que ça. La solution, tu vas la trouver. Elle se situe là, il faut la gérer comme ça, etc. C'est dans ce moment de solitude que tu arrives à relativiser. Exactement. Alors, c'est pas de la méditation, tu parlais tout à l'heure de méditation. Mais justement, j'allais revenir à ça. Ouais, donc je t'ai dit non parce que c'est pas yoga, machin, tout ça. Oui, tu te mets pas dans la position du lotus. Non, du tout. Le faire. Mais c'est non, je m'allonge sur mon lit, donc c'est pas lotus du tout. Mais par contre, ça revient un peu à ça peut-être. Ouais. Parce que nous, on parle souvent de visualisation, d'ancrage, de méthode un peu comme ça pour gérer le stress. Mais c'est pas un peu cliché comme ce qu'on peut avoir avec les... Donc voilà, peut-être que tout à l'heure je t'ai dit non et que j'aurais dû te dire oui peut-être. Ok, ouais, mais c'est ta propre manière que tu... C'est ça. Et comment tu as instauré ça? Comment tu t'es rendu compte de ça? Et depuis quand tu fais ça? Je ne saurais pas te dire. Mais tu sais, j'ai beaucoup voyagé. Comme je te le disais, quand j'ai commencé ma carrière à la banque, j'avais 29 ans. Et j'ai beaucoup voyagé. Et je voyageais 6 mois par an. Et j'étais 6 mois par an seul dans une chambre d'hôtel. Ouais. Donc finalement, je terminais ma journée de boulot. J'avais des grosses journées, plein de rendez-vous, etc. Dans des conditions parfois sympas, parfois plus compliquées.
Et puis, à partir de ce moment-là, je rentrais et là, c'était, tu vois, et ça vient probablement de là. Et je faisais un room service et je mangeais, tu vois, dans la chambre, tranquille, je voulais pas voir de monde. Ça vient de là sûrement. Maintenant, je voulais savoir comment tu arbitres entre instinct et data dans tes business. Tu vois, est-ce que tu vas plus investir à l'instinct, prendre une décision à l'instinct, ou alors où tu es plus rationnel et plus te baser sur des chiffres et des data? Ok, je comprends bien ta question. D'abord, c'est l'instinct. Ok. Il faut que je sente le truc. Mais évidemment, quand tu sens le truc, tu te trompes, parfois. Même, ça peut même être souvent. Et ensuite, les données rationnelles vont finalement Confirmé ou... te dire non, on n'y va pas, malgré ton instinct. Et là, tu es un peu frustré. Tu te dis, putain, je pensais que c'était top, mais finalement, non, les chiffres montrent que non. Et ça, donc, ça commence par là. En fait, l'instinct d'abord, et ensuite les données chiffrées, la réalité économique. Voilà. Et dans ces cas-là, j'aime bien aussi être un peu contrariant, c'est-à-dire aller prendre l'avis de gens qui sont plus pessimistes que moi. Okay. Parce que tu sais, là, je reviens toujours au marché encore une fois, okay, tu as ce qu'on appelle les bullish, c'est-à-dire les mecs qui voient toujours la hausse, et les bearish, les mecs qui voient toujours la baisse. Bon, ceux qui ont raison, c'est les bullish quand même, hein, parce que si tu regardes l'évolution des marchés depuis des centaines d'années, ça finit toujours par monter quand même. Hein, bon. Mais il y a des années où ça ne monte pas. Voilà. Ouais. Et donc, quand toi tu sens qu'il faut y aller, il ne faut pas écouter quelqu'un qui va te dire ce que tu as envie d'entendre. Bien sûr. Il faut écouter quelqu'un. Ce que la plupart des gens font de il ne faut pas, qui va te dire le contraire. Et il faut essayer de le challenger sur le contraire. Essayer de démonter ses arguments. Et c'est là que tu vois si ses arguments sont vraiment solides ou si lui, c'est son instinct bearish qui lui fait dire ça. Voilà, c'est un peu comme ça que je fonctionne. Ok, super. Très intéressant ça. Bon, Rémi, tu gères de l'argent, tu gères des boîtes, tu gères des marques. C'est quoi ton moteur profond derrière cette diversité? Alors, bizarrement, je vais te dire que c'est pas l'argent. C'est pas l'argent. C'est pas l'argent. C'est pas que l'argent. Évidemment, je suis content quand une boîte marche et qu'elle paye des dividendes à ses actionnaires, à moi bien sûr, mais aussi aux autres. Alors, je vais dire, c'est pas l'argent. Pourquoi? Parce que par exemple, la boîte en Suisse, quand je l'ai créée, c'est moi qui ai mis 100% de l'argent. Mais j'ai distribué une partie du capital à des gens qui allaient m'accompagner. Si j'avais voulu garder 100% du capital, j'aurais pu le faire. Ces gens-là m'auraient quand même accompagné. À Maurice, j'ai fait la même chose. J'ai distribué une partie du capital alors que, franchement, le point de départ, c'est moi. C'est un peu prétentieux de dire ça, mais c'est moi et puis mon expérience, voilà. Et mon idée, et voilà. Donc, ça prouve que ce n'est pas l'argent uniquement, premièrement. Deuxièmement, il y a, bon, je vais le reconnaître quand même, il y a un peu la reconnaissance du mec qui vient du 9-3, tu vois. Ouais. Bon, j'aime bien qu'on dise, tu vois, je suis flatté que Alex nous demande de participer à cette émission, tu vois. C'est un plaisir. En tout cas. Non, mais ok, tu comprends, voilà. Ah, bon, ouais. Alors, c'est pas que ça non plus, parce que je suis pas, je m'en fous un peu. Mais je pense qu'on a tous ce besoin de reconnaissance à un moment donné, voilà, plus ou moins affirmé. Exactement. Donc il y a ça. Par exemple, les RM clubs, en termes de rentabilité, si tu poses des chiffres, tu fais pas les RM clubs. Parce que c'est pas en faisant ça que tu vas devenir milliardaire. Ouais. Sachant que tu as mis, déjà juste, tu me dis si je me trompe, mais juste dans celui de Grand B où je m'entraîne, tu as investi 6 millions. Ouais, enfin bon, même un peu plus. Parce que là, maintenant, tu vas grandir. Il y a un autre million, pratiquement pas tout à fait, mais pour la construction des 2 piscines qui arrivent là, qui est en construction, tu as vu. Donc, oui, c'est donc, versus ce que tu en retires. Moi, si j'avais mis cet argent, si j'avais laissé cet argent sur mon compte, ça aurait été beaucoup mieux. Bon, mais je m'en fous parce que ce qui me plaît, c'est de voir les plus de 2000 personnes qui rentrent dans ce club, qui en profitent, les enfants qui montent le mur d'escalade, tu vois. Alors, je me dis, voilà. Parce que dans mon métier, moi, je vendais des relevés de compte. Hein. Ouais. Je laissais pas de traces, quoi. Ouais. Le mec qui est promoteur immobilier, il construit des immeubles. Bon,
Il a peut-être pas gagné d'argent, mais quand il passe devant, il peut dire c'est moi qui ai construit cet immeuble, quoi, tu vois. Ouais. Même s'il n'a pas gagné beaucoup d'argent parce que Là, l'opération. ça reste a pas quelque été- chose de palpable. Voilà. Et moi, c'est ce qui me manquait parce que dans mon métier initial, il n'y a pas ce côté-là. Donc, donc c'est aussi un moteur, ça. Ouais, C'est aussi un je moteur. comprends. Peut-être plus que la reconnaissance elle-même, en fait. Ouais. Si tu devais recommencer à zéro demain, Ouais. dans quel domaine tu te lancerais? Est-ce que tu repartirais dans la finance aujourd'hui? Ah ouais, sans hésiter. Ouais. En revanche, je ne referai pas les erreurs que j'ai faites parce que j'en ai faites. Moi. Ouais. J'en ai fait. Elles t'ont fait apprendre ces erreurs? Ah bah oui, oui, bien sûr. D'abord, il y a des choses que tu as fait que tu regrettes d'avoir fait parce que c'était une méga connerie. Donc tu les referais pas. Parce que sinon, Ouais. voilà. Sinon, t'es pas normal, je pense. Ouais. Donc je tirerai profit de ces erreurs-là et je ferai mieux encore. Mais en termes de domaine d'investissement, conjuguer mon métier de base, la finance et le sport, le lifestyle, je referai, sans hésiter. Donc tu nous as dit dans quel domaine tu repartirais, mais maintenant si tu devais garder 3 objets, les 3 seuls objets qui te permettent de repartir de zéro, tu prendrais quoi? Alors mon téléphone, Ok. parce que sans lui je ne suis rien. C'est mon côté jeune, ça, tu vois. Ouais. Je peux pas gronder mes enfants parce qu'ils sont trop sur le téléphone, parce que moi je crois que maintenant en plus ils te donnent des statistiques Le temps d'écran et tout. temps d'écran. Ça fait peur, hein? Ça c'est pas bon. Mais bon, c'est mon outil de travail en même temps. Ouais. C'est ce que je me dis pour me consoler finalement. Ma maison. Ouais. Ma maison. Parce que c'est. Même si je suis pas attaché au matériel, hein, j'avais une maison en Haute-Savoie très belle où mes enfants ont grandi, je l'ai vendue. Mes enfants, ils ont regretté parce qu'ils ont grandi là, moi pas du tout. Ouais, t'es pas attaché au. Non, mais en revanche, je suis content qu'ils aient pu grandir dans cet environnement-là, par rapport à moi qui n'ai pas eu cette chance. Ouais, je suis pas malheureux, hein, mais encore une fois, mais voilà. Donc ma maison quand même, parce que bon, à Maurice, on a une belle maison, on est super bien, les gens, on peut accueillir les amis dans les meilleures conditions, y compris pour passer du temps avec nous, etc. Donc ça c'est top. Ma maison. Moi j'aime bien les belles voitures aussi. Ah ouais? Ouais, un peu comme, toujours pareil, un peu comme tu vois, les mecs qui arrivent de nulle part là, et ils en rêvent. Moi je rêvais d'avoir une Porsche à 40 ans, tu vois. Ouais. Bon, j'ai eu la première à 36, bon voilà. Donc j'aime bien les belles voitures. Bon, je ne vais pas dire que je garderai ma voiture, mais je garderai ma maison et mon téléphone. Ouais, ok. Si je devais rien avoir d'autre. Et si tu avais un conseil à donner à un des hommes qui nous regarde là et qui voudrait se lancer dans un projet, que ce soit de l'entrepreneuriat, que ce soit un projet tout autre, quel conseil tu lui donnerais? Quel conseil de vie tu lui donnerais? Bon, déjà, de bien réfléchir à son projet, de ne pas hésiter à s'entourer de gens qui vont le challenger, tu vois. Ce que je te disais tout à l'heure, qui ne vont pas forcément lui dire ce qu'il a envie d'entendre. Ouais, c'est une super idée, vas-y, ça va marcher, c'est top, mais bon, oui, mais qu'est-ce qui te fait dire ça? Bah, je sais pas, je pense que c'est une super idée. Ouais, mais qu'est-ce qui te fait dire ça? Tu vois? Ouais. En chiffres, concrètement. Voilà. Fais-toi challenger, n'aie pas peur de te faire challenger. Pense pas que tu as forcément toujours la bonne idée au bon moment, c'est aussi ce que je te disais tout à l'heure. Et puis après, une fois que tu as quand même verrouillé tout ça, d'y aller, hein, mon gars. D'y aller, hein. Parce que quand tu joues avec Passer à l'action. Quand tu joues avec du vrai argent, bah là, t'es dos au mur. Hein. Ouais. Hein, t'es pas au Monopoly, hein. T'es dos au mur. Donc là, tu dois y aller et là, tu vas te donner à fond. Et puis tu vas te donner à fond et tu vas prendre du plaisir. Ça va être ça. Et tous les mecs qui ont quitté, encore une fois dans mon domaine, la banque pour aller dans une société de gestion comme la mienne avec une dimension plus entrepreneuriale, parce que même les gens qui viennent bosser avec moi, c'est des entrepreneurs en fait. Ouais. Tu vois, ils ont un variable, ils viennent pour gagner de l'argent, etc. Pour monter en fait leur propre business dans mon business. C'est comme ça que ça marche. J'ai compris. Et ces gens-là, quand ils te disent tu reviendrais 2 ans en arrière, oh la malheur, jamais. C'est même pas imaginable. Donc ça prouve que c'est la bonne idée. Ouais. Voilà, la bonne idée, c'est celle-là. Hein, si je fais un parallèle avec le mur de Berlin,
Les mecs de l'Est ont sauté le mur pour aller à l'Ouest. Je ne connais pas beaucoup qui ont fait l'inverse. Ouais. Donc si une fois que tu as sauté le mur, tu reviens pas en arrière. On sait que tu travailles beaucoup, que tu as une vie très remplie. Qu'est-ce que c'est tes loisirs? Donc ça reste le sport, Ouais. la pratique du sport et regarder du sport. Moi, je regarde tous les sports. Ah ouais? Ah ouais. Genre, tu regardes les JO, Je été, regarde les hiver. JO, moi, au JO, je vais regarder à la télé, je vais regarder du tir au pigeon d'argile, tu vois. Ouais. Alors que, l'exploit sportif, Ça t'inspire? le sport pratiqué par des sportifs de haut niveau, qui sont les meilleurs au monde, quel que soit le sport, c'est juste un ballet. C'est juste un truc incroyable. Tu vois. J'ai eu la chance de côtoyer des sportifs de haut niveau. J'étais actionnaire à un moment donné d'un club de foot en France, qui a joué en première division. On a même fait la finale de la Coupe de France. Donc C'était quoi comme club? Évian. Évian Thonon Gaillard, ouais. Évian Thonon Gaillard. Donc j'étais un des actionnaires autour de table avec quelques sportifs. Je jouais beaucoup contre ce club, moi. Avec quelques sportifs de très haut niveau, qui étaient actionnaires aussi, Lisa Razou, etc. Que j'ai pu un peu côtoyer dans les assemblées générales. Bon, puis après j'ai côtoyé les joueurs. J'ai été un des plus gros sponsors du squash français. Donc Grégory Gauthier, qui a été champion du monde numéro 1 mondial pendant des années, est un ami proche. Quand tu es un sportif de haut niveau, il faut aussi être intelligent. Bien sûr. Faire les bons choix, avoir voilà. le bon lifestyle, bon mode de vie. C'est ça. Regarde, toi. Voilà, toi. Là, tu parles de moi depuis 1 heure, mais on va parler de toi. Toi, bon, dans ton sport, tu excelles. Dans ton sport. J'essaye. Ouais, tu excelles. T'essayes. Mais bon, t'en as fait ton métier, en fait. Autrement qu'en donnant ton coach privé, par exemple, tu vois. Ouais. T'en as fait ton métier. Pourquoi? Parce que, voilà, tu avais une stratégie, tu as réfléchi au-delà du simple périmètre, tu vois. Bon, les sportifs de haut niveau, c'est ça, en fait. Les mecs qui sont vraiment les très très bons, regarde, dans le foot, les Zidane, c'est des mecs intelligents. Tu vois, c'est des mecs intelligents, très intelligents. Et des bosseurs. Humains et des bosseurs, bien sûr. Tu lis, tu regardes des films, tu regardes les réseaux sociaux? Je lis un peu. Les réseaux sociaux, non. Alors, je me suis mis sur Instagram sous un faux nom pour suivre un peu les pages de RM, là, pour voir un peu ce qu'ils postent. Mais voilà, LinkedIn, oui, bien sûr. Okay. LinkedIn, bon, là, c'est vraiment un réseau professionnel. Ouais. C'est pas LinkedIn, pour le divertissement. On poste beaucoup. Bien qu'il paraît que ce soit le meilleur site de rencontre. Hein. Ah ouais? Ouais, c'est ce que j'ai entendu. Bon, je sais pas si c'est vrai, hein, mais j'ai jamais rencontré quelqu'un sur LinkedIn, mais c'est ce qui se dit. Bon, bref. Mais LinkedIn, oui, pour des raisons professionnelles. Les réseaux, pas trop. Je regarde la télévision. Je suis la génération télé, moi. Je suis pas la génération Internet. Bon, même si maintenant je regarde des choses sur le net. Voilà, ouais. Une vie normale, hein. Mec normal. Mec normal. Tout ce qui est de plus normal. Très bien réussi. Merci Rémi. Franchement, c'était super inspirant. Ça m'a beaucoup plu. Merci à toi. Bah, moi aussi. D'en savoir plus sur toi. Je suis sûr que cet épisode va plaire à beaucoup de monde. Dites-moi un petit peu dans les commentaires ce que vous avez retenu de cet épisode. Qui vous voulez voir dans le prochain épisode? Ah ouais. On va proposer à David. Ah bah oui. Peut-être que tu vas apprendre des trucs que tu ne sais pas sur lui. Ah mais certainement. Merci beaucoup encore Rémi. Avec grand plaisir. On se dit à très vite. C'était Alex pour les Master Life Talks. À bientôt.